La rupture. Alors quand une femme parle de rupture, on pense souvent à la rupture amoureuse. Alors moi j'en ai connu des ruptures, des bouleversantes, des douloureuses, des nécessaires. Mais la rupture dont je vais vous parler aujourd'hui, elle est un peu particulière. Il y a près de 4 ans aujourd'hui, c'est mon utérus qui m'a quittée. Comme ça, du jour au lendemain, sans prévenir, il est tombé malade. Et pour ne pas m'entraîner dans sa chute, on me l'a enlevé. Comme ça, du jour au lendemain, sans prévenir, j'ai perdu mon essentiel. Celui sur qui je comptais pour réaliser mon rêve, celui de devenir maman. Comme ça, du jour au lendemain, j'ai dû apprendre à vivre avec, ou plutôt sans. Et je suis devenue une autre. Et c'est cette histoire-là que je vais vous raconter aujourd'hui. Alors quand je dis que devenir maman, c'était un rêve, c'est pas tout à fait exact. En fait, devenir maman, pour moi, c'était une évidence, une suite logique. Parce que ma mère m'a eu très jeune, elle m'a eu à 19 ans. Et donc j'ai toujours pensé que pour moi, ce serait pareil. Dans ma chambre, je jouais souvent à la maman, avec mes peluches, avec mes poupées. Je leur faisais la classe. J'étais une maîtresse, parfois une secrétaire. Mais dans mon univers, il n'y avait pas de super-héroïne, pas de princesse, non. Il y avait toujours cette maman, celle que je voyais dans le poste à la télévision, toujours de bonne humeur, avec des enfants, une cuillère en bois à la main. Celle que la publicité vous vend comme le Graal, comme la norme. Si tu ne deviens pas cette femme qui est épanouie parce qu'elle est maman, tu auras raté ta vie. Alors, évidemment, je ne me le dis pas comme ça, je suis trop petite, mais l'idée infuse, forcément. J'étais une petite fille qui était ni brillante, ni mauvaise, du genre qui ne fait pas de miracle, mais qui ne fait pas de vagues non plus. L'élève dont la mention passable fricote assez régulièrement avec le « peut mieux faire ». J'ai eu mon bac avec une mention assez bien, mais pourquoi faire mieux puisque c'est assez ? Sachant que moi, ma grande ambition, c'était de fonder une famille, d'avoir des enfants, un travail, des amis. C'était à la portée de tout le monde, j'allais forcément y arriver. Donc me voilà partie sur le chemin que je me suis tracé, comme un bon petit soldat. Je décroche un vrai métier normal dans un bureau, donc objectif travail, check. Et j'ai une vie sociale complètement épanouissante, donc objectif ami, check. Et puis je fais du théâtre aussi. Alors là, j'adore, je m'éclate. Et en plus, il paraît que je suis douée. Alors je suis très très flattée quand les gens à la fin du spectacle viennent me voir en me disant « Oh là là, Sabrina, pourquoi est-ce que tu n'en ferais pas ton métier ?» Mais là, je suis catégorique, la réponse est non. Je préfère que le théâtre reste un plaisir, reste une passion, et je préfère le confort de mon vrai métier normal dans mon bureau, qui n'est pas aussi passionnant, mais qui a au moins le mérite de me faire vivre. Les collègues sont sympas, ça y est, je suis officiellement installée dans ma zone de confort. Il ne me reste plus qu'à trouver un mari et à faire mon bébé, comme tout le monde. J'ai 30 ans. Je suis toujours salariée dans mon bureau avec mon vrai métier normal. J'ai mon nombre d'amis qui s'étoffe. J'use mes semelles sur les scènes de théâtre amateurs. Et là, je joue des femmes fortes, des femmes fragiles, des duchesses, des princesses, des putes. Je pleure, je ris. En fait, je joue l'intensité que je ne vis pas. Mais c'est pas grave. Ma vie ordinaire me convient très très bien grâce à l'extraordinaire que me procure la scène. En revanche, j'ai toujours pas de mari et encore moins de bébé. Mais bon, c'est pas grave, à 30 ans, tout est encore possible. Je suis large, je gère. J'ai 35 ans. Et là, je sors d'une relation où j'ai joué à la maman pendant 5 ans. C'était super, mais ces enfants n'étaient pas les miens et le papa est catégorique, il n'en veut plus. C'est la rupture. C'est douloureux, mais c'est nécessaire si je veux pouvoir réaliser mon rêve de gosse. Autour de moi, tout le monde se marie. Moi, je me débat, je mords pour attraper le bouquet de la mariée, pour être la prochaine sur la liste, parce que j'y crois dur comme fer. Tous mes amis font des enfants. Alors moi, je voudrais qu'on m'appelle maman, mais on m'appelle Tata Sab. C'est pas grave. À 35 ans, rien n'est joué, mais rien n'est perdu. L'aventure continue, je gère. Sauf qu'à force de chercher un géniteur plutôt qu'un amoureux et de le laisser faire le destin,
J'entame une traversée du désert affectif sans le moindre oasis. Et puis un jour, j'ai presque 40 ans, et toujours pas d'enfant. Pire, j'ai toujours pas de mec. Et alors là, c'est l'angoisse. Moi qui ai toujours voulu me fondre dans la masse, je me rends bien compte que je suis pas comme tout le monde. Les copains s'inquiètent. Mais Sabrina, alors? Et puis socialement aussi, c'est compliqué. Et sinon, t'es mariée, t'as des enfants Non? Ah ouais. Par moments, j'ai l'impression que ce serait moins dérangeant si j'annonçais que j'ai une maladie grave. Parce que être célibataire sans enfant à 40 ans, c'est pas une maladie. C'est juste suspect. Et alors pire, parce qu'à cette époque, j'ai 2 chats. Ce qui me rend encore plus pathétique, je le vois bien. C'est-à-dire que la vieille fille qui va finir seule, bouffée par ses chats, c'est moi. Et puis, je décide quand même d'aller voir mon gynéco pour faire un peu le point, pour faire un bilan hormonal. Et puis il me dit, on va en profiter pour faire un frottis. Ok, super. Bon, j'ai jamais trop su à quoi ça servait, mais il paraît que c'est la procédure normale, donc moi, normal, ça me parle. Donc nous voilà partis pour le frottis, pour le bilan. Les résultats du bilan sont pas dingues. Et le frottis dit que j'ai des lésions suspectes sur mon col de l'utérus et qu'il va falloir en couper un morceau. Est-ce que je vais toujours pouvoir avoir des enfants ? C'est la première question qui sort de ma bouche. La réponse est oui. C'est plus une horloge biologique que j'ai dans la tête, c'est une bombe à retardement. C'est viscéral. Moi aussi, je veux avoir l'air d'une baleine échouée sur un canapé. Moi aussi, je veux prendre 27 kilos pendant ma grossesse pour n'en perdre que 4 le jour de l'accouchement. Moi aussi, je veux me cogner le petit orteil dans le pied du lit à 4 heures du mat pour aller préparer un biberon. Moi aussi, je veux avoir envie d'abandonner ma progéniture sur une aire d'autoroute parce que j'en peux plus, parce que je suis crevée, parce que je dors pas. Et ne pas le faire parce que je suis sa maman. Voilà, c'est pas compliqué. Et puis un jour, ça y est, je les ai, les 40 ans. Toujours rien. Au grand mot, les grands remèdes, je retourne voir mon gynéco pour avoir son avis sur la congélation d'ovocytes, en attendant de trouver le papa. Il me donne les infos, je vais réfléchir. Il en profite pour me faire un frottis de contrôle. Résultat, les lésions persistent et il va encore falloir me couper un bout de mon col. Mais il me garantit que tout sera encore possible. Il sait de quoi j'ai peur. Donc là, je garde la tête haute, je donne le change comme je peux, je mise tout sur l'autodérision, je continue à faire rire la galerie, dans la vie comme sur scène. Et dans un de mes cours de théâtre, je rencontre Sophie. Sophie qui devient très rapidement une amie. Sophie est journaliste, mais elle écrit des sketchs aussi. Elle m'en fait lire un, je l'adore, et je décide de le jouer en public. Et elle adore, le public aussi. Et à ce moment-là, elle me dit « Sabrina, je veux t'écrire un spectacle ». Je me dis, cette fille est folle. Comment je fais, moi, pour jouer et pour répéter un spectacle avec mon vrai métier normal, dans mon bureau, qui me prend 5 jours sur 7, 9 heures par jour ? Mais bon, la proposition est tellement inattendue, vertigineuse et tentante que je ne peux pas refuser. Donc on verra bien. Je vais gérer. Nous voilà partis à travailler sur un spectacle. Sophie écrit comme personne. Claire, une amie comédienne, nous rejoint pour s'occuper de la mise en scène. Les idées fusent. Le thème, les femmes de 40 ans qui n'ont pas encore d'enfants. Classique, mais efficace. On trouvera le titre plus tard. Et un jour, coup de fil du gynéco, il me laisse un message. Oui, bonjour, Madame Nani, je vous appelle parce que votre problème n'est pas réglé et il faudrait que vous passiez à mon cabinet le plus rapidement possible. Dites-moi quand vous pouvez venir, votre heure sera la mienne. Là, je me dis, il y a un truc. Il va falloir encore me couper le col. C'est ça qui va se passer. Et puis, mais le truc, c'est qu'à force de me couper le col, je vais me retrouver avec un super décolleté, mais je ne vais plus pouvoir faire d'enfants. J'y vais.
Vos lésions précancéreuses persistantes de grade 3 atteignaient la limite endocervicale sans qu'on puisse vraiment préciser si elles dépassaient. Aujourd'hui, c'est confirmé, carcinome épidermoïde peu différencié du col. C'est a priori un cancer à stade débutant, mais il va malgré tout falloir tout enlever. Alors là, j'entends cancer, j'entends tout enlever, je comprends rien. Je dis d'accord. Il me tend un Kleenex et il me dit mais rassurez-vous, je vais vous envoyer chez un de mes confrères qui a l'habitude de procéder à ce genre de chirurgie et vous ne devriez pas avoir trop de cicatrices grâce à la cœlioscopie. Comment lui dire à ce moment très précis que j'échangerais toutes les cicatrices du monde contre la possibilité d'avoir un enfant ? Je sors de là complètement abasourdie. Je vis impuissante. Cette rupture avec mon corps, cette rupture avec mon désir de maternité, cette fois, ça y est, je ne serai plus jamais comme tout le monde. Mais là, je ne suis plus à l'école. Donc, je ne peux pas mieux faire et je ne suis pas assez bien. J'ai peur, je ne gère plus rien. J'annonce la nouvelle à Claire et Sophie. Elles me disent « Est-ce que tu veux qu'on arrête ?» Et là, je leur dis non. Non, on ne va pas arrêter. On va trouver un autre fil rouge pour le spectacle et on va parler de ce qui m'arrive. Parce que moi, j'ai besoin de donner un sens à tout ça. J'ai besoin de donner un sens à ce qui n'en a pas. Et ce spectacle sur les femmes qui n'ont pas encore d'enfants devient celui d'une femme qui n'en portera jamais. Et tous les personnages que je comptais incarner prennent alors une autre dimension et on décide qu'à défaut de devenir mère dans la vraie vie, je jouerai toutes celles que je ne serai jamais. Mais alors attention, hein, hors de question de ne parler que de maladie, d'aller dans le pathos. Non. À la base, ce spectacle est un spectacle qui est drôle, avec des personnages mordants et hauts en couleur. Il n'y a absolument aucune raison que ça change. On va se marrer utile. Alors, je vais vous épargner les détails sordides des mois qui ont suivi, mais grosso modo, je les ai passés les pattes écartées façon l'origine du monde de Courbet. Tout ça pour être à l'origine, bien entendu, de rien du tout. Donc on m'a retiré l'utérus, on m'a remonté les ovaires, je ne sais pas trop où. J'ai découvert les joies de la ménopause bien avant toutes mes copines. J'ai pleuré beaucoup, mais dans ces moments-là, je n'ai une fois de plus pas voulu aller dans le pathos pour tenir le coup. Et j'ai puisé dans l'humour une force herculéenne qui m'a été très utile pour moi comme pour mon entourage, puisque de toute façon, je vous le dis, j'ai quand même vécu des situations dont il valait mieux rire. Puis j'ai aussi découvert ce mot, nullipare. Au gré des consultations et des fiches de renseignement, je n'étais plus qu'une nullipare, c'est-à-dire que je n'avais pas accouché. Cet horrible mot dans lequel moi je n'entends que nul ou nulle part. Ce mot qui résonne comme une impasse, un constat d'échec. Être mère, c'est ce que la société avait prévu pour toi, et même ça, tu n'en as pas été capable. Cancer. J'ai aussi dû apprivoiser ce mot pour mieux comprendre le mien. Tout connaître de l'ennemi pour mieux le combattre. Et j'ai appris que le cancer du col de l'utérus est l'un des rares cancers que l'on peut dépister grâce à des frottis réguliers et un test spécifique. Et que 40% des femmes ne font pas de frottis. Alors je ne juge pas, c'est humain. Pas de grossesse en cours, pas de vie sexuelle, pas de problème particulier, voire déjà ménopausée. À quoi ça sert d'aller voir un gynéco ? Eh bien aujourd'hui, après des années d'errance, j'ai honte, mais j'ai enfin compris. Aller chez le gynéco, ça peut te sauver la peau. Puis il existe aussi un vaccin depuis plus de 10 ans aujourd'hui, qu'on administre aux petites filles et aux petits garçons, à partir de 11 ans et jusqu'à 17 ans. Et ce vaccin permet d'éradiquer le cancer du col de l'utérus, entre autres. Un vaccin contre le cancer, et on n'en parle pas plus. Je cherche une association pour en savoir plus. Et j'en trouve une seule. Imagine.
l'initiative des malades atteintes de cancer gynécologique. J'envoie un message pour parler de mon spectacle et de mon envie de lier humour et prévention. La présidente me rappelle dans les 5 minutes qui suivent, enthousiasmée, et elle salue mon audace et mon courage de faire ce spectacle pour raconter mon histoire. Moi, mon audace et mon courage, moi, la moyenne passable. Et elle confirme, les cancers gynécologiques, on en parle trop peu. Tout ce qui relève de l'intimité, c'est tabou. Et bien moi, je vais en parler. Et pour m'engager encore plus concrètement, j'ai décidé qu'une partie des bénéfices du spectacle iront à cette association. L'écriture se termine, les répétitions s'enchaînent, toutes mes mamans prennent vie, toutes plus borderline les unes que les autres. Ça y est, j'ai trouvé une salle, je vais jouer 3 mois au Théâtre du Guichet Montparnasse. Je crois que je ne réalise pas bien. Mais en fait, il est là. Il est là, mon bébé, je l'ai fait. C'est mon spectacle. On a décidé de l'appeler Ex Utéro, parce qu'on vient tous d'un utérus. Et parce que moi, c'est mon utérus qui est devenu un ex. Alors voilà, ça fait maintenant presque 4 ans qu'on a rompu, lui et moi. 4 ans qu'il m'a quitté. Et si je ne le dis pas, personne ne peut le savoir, ça ne se voit pas. Alors, je dois encore me justifier quand on me pose la question. Je pense vraiment qu'il faudrait arrêter de demander aux femmes qui n'ont pas d'enfants pourquoi elles n'en ont pas. Elles auront toutes toujours une bonne raison, mais laissez-les vous la dire elles-mêmes. Moi, par exemple, c'est parce que j'ai eu un cancer et que j'ai plus d'utérus. Ça calme, non? Mais parfois, je me dis que c'est peut-être grâce à ce cancer que j'ai pu accoucher de moi-même. Aujourd'hui, j'ai quitté mon vrai métier normal, j'ai quitté mon bureau, j'ai osé envoyer valser ma vie normale contre l'autre, l'exceptionnel. Je suis comédienne. Alors, c'est pas facile tous les jours, étant donné le contexte, mais je crois que je ne me suis jamais autant sentie à ma place. Si je vous ai raconté cette histoire aujourd'hui, c'est pour partager un message d'espoir, parce que moi, j'aurais aimé qu'on me dise qu'être mère n'était pas la seule façon d'être une femme épanouie. Il y en a beaucoup d'autres, croyez-moi. Et je voudrais dire aussi à toutes ces nullipares qui ne l'ont pas choisi que nous ne sommes pas nuls, loin de là, et qu'il y a beaucoup d'autres façons de s'accomplir, que les drames de la vie se recyclent, qu'on peut transformer le mal en beau, le drôle en utile, que les ruptures ne sont peut-être pas toujours un hasard. Rompre, c'est renaître, c'est se réinventer. En rompant avec mes faux rêves, j'ai rencontré ma vraie vie. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et surtout prenez soin de vous, c'est important.